pour vous en tant que joueur, c'est qui le GOTY 2025? 今年は私の中のゲームオブザイヤーは C'est quelque chose pour vous. Ne regardez pas. OK Regardez-le, voilà. Attendez 2 secondes. Voilà. Le reveal du score métacritique qui au tout début était à 94. On savait qu'il sortait à 11h sur le site. Je me souviens, il y avait tout le monde dans le bureau qui était sur F5, 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 F5. Le thème de Final Fantasy VII. Si Jean-Michel est encore. Monsieur Hamaguchi, ce serait pas un bon endroit pour annoncer la troisième partie de Final Fantasy VII Remake, The Game Awards 2025? Quel plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle. Il s'agit d'une exclusivité mondiale puisque dans quelques instants, je vais rejoindre deux grands noms de l'industrie du jeu vidéo, à savoir Guillaume Broche, le directeur créatif de Clair Obscur Expédition 33, et Naoki Hamaguchi, le directeur de la trilogie remake Final Fantasy VII. Et tous les deux, ils vont me parler de l'art de la création, de leurs inspirations, mais aussi de l'avenir de leurs séries respectives, avec en plus genre une surprise de cette taille-là, à peu près, mais vraiment, bref, on va se régaler. Allez, c'est parti! Naoki Hamaguchi, Guillaume Broche, bienvenue à Paris et merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis franchement tellement heureux et j'avais envie pour commencer, de vous dire merci. De vous dire merci en mon nom, bien sûr, mais surtout au nom des joueurs, parce que quel plaisir d'avoir deux grands créateurs de jeux vidéo qui aujourd'hui ont accepté de partager leur regard, leurs connaissances, et je suis intimement persuadé vont donner aussi un petit peu de souffle et d'inspiration à des gens qui nous regardent et qui peut-être demain seront à votre place et seront en train de créer aussi à votre image les futurs grands jeux de demain. Alors pour commencer, j'avais envie qu'on revienne à la base. Et la base c'est quoi? J'ai l'impression qu'en fait on a un point commun tous les trois. Et ce point commun, il porte un nom tout simple, en deux mots, c'est Final Fantasy. Parce que pour toi Guillaume, Final Fantasy, je pense que ça a joué un rôle extrêmement important dans ta vie de joueur et de créateur. Pour Monsieur Hamaguchi, je pense que les choses sont très claires. Et pour ma part, c'est vraiment la licence, le jeu qui m'a fait dire que j'avais envie, d'une certaine manière, de l'accompagner plus professionnellement et d'aller à la rencontre justement de ceux qui forgeaient ces jeux. Pour vous aujourd'hui, en 2025, Final Fantasy, c'est quoi? Ça représente quoi pour vous en tant que joueur, en tant que personne, Guillaume? Moi, Final Fantasy, c'est vraiment la licence qui m'a fait tomber amoureux du jeu vidéo, puisque Final Fantasy VIII, c'était un de mes premiers jeux de ma vie. J'y jouais sur PS1 à l'époque avec mon grand frère. Mais alors moi, aujourd'hui, j'ai 33 ans. Donc, quand le jeu est sorti, je savais à peine lire. Et on comprenait rien à rien. On n'arrivait pas à battre le premier boss Sulfura, donc on faisait juste le début du jeu à la boucle. On l'a essayé des centaines de fois. J'ai la musique de Balam Garden gravée dans ma mémoire à jamais. Et c'est vraiment pour moi la licence qui m'a fait tomber amoureux du jeu vidéo et qui m'a donné envie de faire du jeu vidéo et de raconter des belles histoires dans des univers de fous. Et voilà, c'est vraiment la licence qui m'a porté aujourd'hui en tant que créateur et qui m'a inspiré vraiment en tant qu'humain et en tant que créateur. 私にとってはやっぱある意味なんていうの、自分を育ててくれたフランチャイズだと思ってるので、それこそ子供の頃にそのゲームクリエイターのきっかけになるものを与えてくれて、でかつそれをきっかけにゲームクリエイターに実際になって、実際にじゃあファイナルファンタジーのフランチャイズをずっと20年以上開発をして、やっぱいろんなことを学ばせてもらって、やっぱ自分を成長させてくれたフランチャイズだと思ってるので、もうそういうのは本当に自分を育ててこういうゲームクリエイターとしてのきっかけをくれたものなので、そういう意味で逆に今私がゲームのディレクターとなって今ファイナルファンタジーのフランチャイズのゲームを作れる立場になっているからこそ、逆にこのフランチャイズにさらに今後も含めてなんか私ができることでさらにこのフランチャイズを盛り上げていきたいっていうのが、率直な私の今の感想ですね。Alors aujourd'hui, on se retrouve à Paris, dans un cadre un peu particulier, dans lequel d'ailleurs je vous réserve quelques petites surprises, dont une qui est quand même assez grande, voilà, une surprise de taille, dans tous les sens du terme. Mais j'ai ouï dire qu'il y a quelques mois de cela, vous vous étiez déjà rencontrés. C'était cette fois-ci au Japon, à Tokyo. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment est née cette idée de se voir et est-ce qu'on pourrait être une petite souris, savoir un peu ce que vous vous êtes dit? 何かセデックなのかな、何かのそのイベントで日本に来られるっていうのを私の会社の方に連絡が来ている、私の方にスカイネックスが私の方に来られますよってのは、ぜひちょっと私の方からぜひ会いたいからちょっと
時間をミーティングできるこうタイミングで取れないかっていうのを調整してほしいってお願いをしました。Et ce qui était pour moi évidemment un immense honneur quand étant fan de Final Fantasy depuis le début, déjà de découvrir les bureaux déjà de Square Enix au Japon et rencontrer Yamauchi-san et d'autres gens de Square Enix aussi qui étaient là. C'était vraiment un immense honneur et un peu un rêve de gosse. Et voilà, et ensuite on est allé dîner ensemble et c'était très casual dans la façon de faire. Voilà, c'est juste on a beaucoup parlé de jeux vidéo, vision, comment on voit un peu nos métiers et ce qu'on pense globalement de la vision du jeu vidéo en général. Et c'était très bon enfant, j'ai envie de dire. On a bien rigolé, quoi. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'on est tous les deux là encore aujourd'hui. C'est parce que on s'entend très bien, on est contents de faire du jeu vidéo tous les deux, je pense. でそうそうでちょうどその時にこうすごくこう意気投合してそのミーティングだけではなくてその日のこう夜とか一緒にこうご飯をこう食べに行った時にちょうどその今年まさにこう今こうパリゲームスウィークのこう期間中だと思いますけど私も今回パリゲームスウィークに行くこう予定を可能性というかそこをちょっと計画してたんでもしパリゲームスウィークに行くんだったらなんかその時に一緒になんかイベントやれるとすごくお互いのファンにとってすごくこう喜んでくれるよねって話が本当にこう今回のきっかけでした。Et franchement, c'est un beau moment, en plus avec une surprise que vous allez faire à vos fans respectifs, à vos communautés, puisque regardez, il y a cet artwork commun. Alors on pourrait dire cette première collaboration, partie d'autres, on verra, mais en tout cas première collaboration artistique qui a été faite justement avec les responsables. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces échanges qui ont donné naissance à ces artworks et qui ont mélangé un petit peu les différents héros de vos deux univers respectifs? Ouais, on était super fiers parce que on savait que du coup qu'on allait se voir cette semaine et on voulait faire quelque chose en commun et on est toujours très honorés que voilà, on puisse être en présence des gens qui nous ont inspirés. Que je pense qu'on sans Final Fantasy, clairement, Expedition 33 n'existerait pas aujourd'hui. Et donc on a eu l'occasion de faire cet art en commun où il y a du coup Tetsuya Nomura-san qui a fait un dessin de Gustave et Maël dans le style Final Fantasy et notre directeur artistique du coup Nicolas Natson-Fancon qui lui a fait Cloud Aeris dans le style Expedition 33 et vraiment pour moi c'est une énorme source de fierté donc merci énormément déjà aux deux artistes, évidemment des artistes fabuleux et juste à la communauté de nous avoir soutenus pour en arriver jusque là aujourd'hui. C'est vraiment une grande fierté pour nous, quoi. いやそう本当そう言っていただけると本当にこう光栄でありますしただ逆にこのエンターテインメントのこう業界って私もそうですけど何かにこうインスピレーションを得てそれを自分のクリエイティブの中に取り入れることってすごくこうよくある自然なことなんですよね。だから「ファイナルファンタジー」っていうフランチャイズが業務含めてエクスペディションに対して何かこう影響を与えたようにまたこうエクスペディションがさらにまた新しいこうクリエイターにもちろん私もインスピレーション得てますしそういうのって本当にこの業界の素敵な文化というかクリエイティブだなっていうのは常々思います。Ça se matérialise comment dans vos réflexions? Comment est-ce que vous voyez les éléments peut-être qui peuvent être source d'inspiration? そうですね特にやっぱり近年例えば「ファイナルファンタジー」ってターンベースの RPG からこう比較的アクションベースに変わってきている中完全にエクスペディションに関してはターンベースをさらに今風に進化させたらどうなるかっていうチャレンジングをしたタイトルだと思うんですよね。でそれってある意味我々が今までやってきた挑戦とは違うベクトル方向性でちゃんとゲームの形にするっていうのはなるほどこういうやり方でもちゃんと一つの正解答えが出せるんだなっていうのはすごく参考になりましたしとてもそういう意味ではいいインスピレーションを私自身は受けました。Merci. ありがとうございます。とんでもない。Alors justement, vous êtes des personnes très directes, très franches. On a pu le voir dans les différentes interviews, les fois où vous avez pris la parole. Entre la première fois où vous vous êtes rencontrés et là, les quelques moments où vous avez déjà passé ensemble, à vos yeux, quels sont les éléments de similitude que vous avez, créativement parlant, mais aussi les différences que vous voyez aussi émerger? Je pense que déjà, le facteur principal, c'est qu'on a tous les deux envie de faire le meilleur jeu possible, parce que c'est quand même le plus important pour un directeur. Et un vrai amour pour les joueurs, pour tout le monde, et envie de juste faire plaisir en fait. C'est pour ça aussi qu'on fait des jeux, c'est pour que les joueurs aiment et inspirés
Et comme notre coach Issan le disait, enfin, nous on a grandi avec des jeux qui nous ont inspirés, mais on a aussi en tant que créateur, je pense, en tout cas on en parlait tout à l'heure, mais c'est aussi inspirer des gens après pour faire grandir les générations futures, pour ceux qui suivront. Et c'est vraiment, voilà, en tout cas, à mon sens, quelque chose d'extrêmement important et que je pense qu'on se rejoint là-dessus. Et en termes de différence, je pense que c'est peut-être l'appétence pour différentes choses, parce qu'en fait, en tant que directeur, on a très souvent des rôles qui sont très variés, on touche à énormément de choses, et à un moment, il faut choisir ses combats. On ne peut pas tout faire en même temps. Et je sais que moi, j'ai une très grosse appétence pour l'acting, faire des cinématiques, de la réalisation, tout ça. Que forcément, dans une équipe plus grande, voilà, c'est peut-être laisser à d'autres personnes. Et après, il y a des choses que moi, je ne fais pas, qu'Amaz Jessan fait dans son équipe. Il doit gérer une équipe de 300 personnes ou moins de 30 personnes, c'est très différent comme métier. Mais je pense qu'en fait, on est très similaires dans la façon de penser et d'aimer le jeu vidéo. Et après, c'est plus dans la réalité concrète du terrain que forcément faire des choix sur ce qu'on suit ou pas, quoi. 確かにこう業務とはこう何度もこう話をして当然こうゲームをこう、自分でこう創作したゲームを形にして世の中に届けて、それに対してこうユーザーに評価してもらう、当然ビジネス的にもこう評価していただくっていうのはまず共通というかゲームのディレクターとしてこう共通しているところですと。でゲームに対してどこにこう自分の主観を置くかっていうところは少しそこは違うのかなっていうのは確かに話してて思います。これは何かどっちが正解とかではなくて、ある意味こうゲームのディレクターって比較的ディレクターって言葉で言っても結構それぞれの開発で違うと思うんですよね。で私はどちらかというとストーリー体験ゲーム体験含めて全部含めた時にゲームがどういう完成形になるかっていうところに対してゲームのディレクションを非常にこう意識をするので、例えばじゃあキャラクターのさっき業務が言ってたみたいに音声収録とかって私出ないんですよね。むしろ逆にそこは別の音響ディレクターさんを立ててその方にこう撮っていただく。でそれが、各データとして上がってきた中、それをゲームとして実際に組み込んだ時にそれがちゃんとこう我々が目指したゲーム体験としてちゃんとこうストーリーテリング、ナラティブゲーム体験含めて全部がいいバランスで入ってるかみたいなのをすごく意識するんで、ひたすら私実機のゲームをひたすらこう途中のものを何度もプレイしながら各所にこう直してとかこういろんなことを指示をするんでこう音声話してた時に音声収録出ていろいろ指示もキャラクター性の指示とかもするって言ってたんでゲームに対して自分がどこにこう注力するというか自分のこう置くかっていうのは少しこう見てる世界は違うなっていうのは話してて思いました。なのでこれはただどっちが正解とかではないのでどちらも多分正しいんだと思います。Est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous dire un peu, quand est-ce que vous avez ressenti que vous aviez envie d'être plus qu'un joueur, mais un créateur? C'est-à-dire, ça a été un jeu, ça a été un moment où vous vous êtes dit, non mais ça y est, j'y vais, et vous avez ressenti cette pulsion. C'est quoi le dénominateur commun? 私はそうですね、まさにこうもうファイナルファンタジーの話になってしまうんですけどやっぱ子供の頃にまさにファイナルファンタジー6とかやっぱり7みたいなやっぱり一番ゲームのエンターテインメントの進化がこう著しかった時、やっぱりその時って本当にデジタルエンターテインメントの体験っていうのが日々変わっていったんですよね。あれがやっぱり子供心に非常にこうエキサイティングだったというか、心に残ってて、それでやっぱりこうファイナルファンタジーというか、何かそういう人の心に何か感動を残すようなそんなこう仕事がしたいなって漠然に思ったのがやっぱ本当にきっかけでした。Moi de mon côté c'est différent parce que j'ai voulu faire du jeu vidéo assez tard au final. Disons un peu toute ma vie avant que je commence vraiment à en faire, c'était un peu un truc nébuleux. Le jeu vidéo c'est incroyable mais c'est limite c'est un truc fantastique. C'est pas un vrai métier entre guillemets, tu vois. Parce que j'ai pas du tout grandi dans une famille d'artistes ou de gens qui travaillaient dans ces milieux. Donc ça me paraissait très fantastique, voilà. Et en fait, c'est une fois que j'ai eu le choix après mes études, qu'est-ce que je voulais faire vraiment,
C'est bête, mais j'ai rencontré Ubisoft à un forum de mon université et je leur ai parlé et c'est là que je me suis dit, mais en fait, on peut faire du jeu vidéo, c'est possible. Et c'est vrai que c'est un peu rentré voilà, dans, on peut en faire. Et du coup, j'ai commencé comme ça et au début, j'étais plutôt dans les postes de production où j'étais déjà très content de gérer des projets et d'être au milieu du jeu vidéo, j'étais très heureux. Et par contre, c'est vraiment en ouvrant Unreal Engine en 2019, juste pour apprendre en gros à faire un jeu, que je suis tombé mais complètement amoureux et je me suis dit mais c'est trop bien en fait de dev des jeux, c'est le meilleur métier du monde. Et là je suis devenu complètement accro et c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis dit je veux faire mon jeu, je veux faire mon truc. Enfin, c'était une passion mais dévorante et je faisais que ça quoi. C'est incroyable. Et souvent, quand on transforme sa passion initiale en un métier, il y a des choses où on peut déchanter un peu, on peut être un peu surpris, on fait ah, c'est pas aussi rose que n'y pensait. C'est quoi la chose que vous pourriez transmettre qui est peut-être le plus différent de ce que vous imaginiez quand vous étiez encore joueur? まあ今まあファイナルファンタジーもそうですけどエクスペディションもそうですけどまあファイナルファンタジーはこう日本からこう発売されてますしこうエクスペディションはまさにフランスから出てますけどプレイしてくれるユーザーって別にファイナルファンタジーって日本人だけじゃないしこうエクスペディションだってフランス人だけじゃなくてもう世界中のゲームファンの人たちがこう触って楽しんでくれるんですよね。なんで私自身が今こうゲームクリエイターまあゲームに限らずデジタルエンターテインメントのこう業界に対して興味を持っている方にはとにかく視点を広くしてほしいなっていうのをすごく思います。要は我々が今こうターゲットとしてるのは一番近いこう自分の国のこうユーザーだけではなくてやっぱりもうワールドワイドで当然北米もそうだし欧州もそうだし、まあ、日本含めてアジアもそうだしやっぱりこういろんなところに可能性があってで当然そこによっては地域によってこうユーザーごとの価値観だったりとかこう政治的なものも変わってきたりするのでやっぱいろんなことを知ってほしいんですよね。でそうするといろんなことを知ってるからこそそこに対して自分のエンターテインメントの作品を作るときにそれを考慮できるしやっぱりいろんなものをこうエッセンスと受けて新しいこう概念を作れたりもするのでとにかくいろんなもの世界を見てほしいなっていうのがそれがこの先の世代のクリエイターには本当に強く思います。Moi, je pense que vu que j'ai commencé de manière plus dans la production et la gestion de projet à Ubisoft, ou sur des très très grosses équipes, je pense que j'ai un peu déchanté sur peut-être le manque de liberté créative individuelle, où j'avais cette image un peu idéalisée de tout le monde participe, tout le monde a ses idées, tout le monde contribue énormément. Alors qu'en fait, techniquement, c'est pas possible. Dans une énorme production, il faut prendre des décisions et tout le monde ne peut pas contribuer énormément à la vision créative. Et Sandfall, c'est un peu quelque part ma réponse à ça, d'avoir des équipes plus petites, mais où du coup, évidemment, il faut une vision créative, je pense, hyper forte pour faire un projet et aboutir, que ça sorte, quoi. Et que ça soit un tout cohérent et qu'il y ait un sauce d'auteur dans l'œuvre. Mais que chaque personne, en fait, individuellement, amène aussi un peu une partie de son âme, quoi, dans la création finale. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, n'est pas présent partout, mais quelque chose à laquelle moi, en tout cas, je suis très attaché, que chaque personne de l'équipe mette vraiment une partie de sa créativité dans le jeu et amène aussi sa propre patte, toujours dans le carcan de cette vision créative forte, originale. Et voilà, et je pense que c'est le genre de milieu dans lequel les gens s'épanouissent plus et qu'il faut vraiment créer et cultiver, je pense, en tant que créateur. Parce qu'au final, on est des créateurs, mais on travaille qu'avec des créateurs. Et tous les créateurs ont envie un peu de s'exprimer créativement. Donc c'est comment contrôler ça par rapport à la vision qu'on a. なんかさっき一番最初の質問で共通のポイントがあるかって話がこう一個今業務の言った話の中でちょっとこう思ったのがまあどこに主観を置いてこうゲームをディレクションするかっていうのは人それぞれの魅力があるので人それぞれであっていいと思うんですけどやっぱり人を引きつけるパッションっていうのはこう絶対にディレクターにはやっぱ必要でさっきまさに業務が言った人それぞれクリエイティブに対してのパッションってまあ方向もそうだしそこの深さっていうのも結構違うわけですよ。でみんながみんな自分の人生の大半をクリエイティブのために費やすぐらいのパッションを持ち続けてる人っていうのもそんなに世の中多くないわけですよ。ただやっぱりそれが別に小規模だろうが大規模だろうがやっぱり人を引きつけてこの人のディレクションパッションについていこうって思わせる
その熱量がやっぱ継続できるかどうかっていうのがすごくディレクターに求められるんじゃないかなっていうのは今話を聞いててすごく思いました。C'est extrêmement intéressant ce que vous êtes en train de nous dire. Et j'y ajouterai un point qui, moi, me fascine toujours. C'est que sur les jeux que vous développez, vous partez dans des épopées qui partent sur 2, 3, 4, 5 ans, parfois sur des jeux encore plus longtemps. Et réussir sur le même projet à garder sa concentration, sa passion, son énergie, et en tant que directeur, de faire en sorte que tout le navire avance dans le même sens. C'est quoi le conseil que vous donnez? C'est quoi les motivations que vous insufflez aux autres membres de vos équipages respectifs? Je pense que, en tout cas, de mon côté, il y avait quelque chose de très naturel dans le jeu, de vraiment, moi, je pensais qu'à ça, et je ne peux même pas expliquer pourquoi. C'est juste, j'avais un truc dans le bide, je ne pouvais pas l'enlever, il fallait que je finisse ce jeu, et je pense que c'est vraiment cette passion qui entraîne aussi les autres à aller avec soi. Et je pense que c'est vraiment les gens passionnés qui sont naturellement suivis par les autres, et qu'on a envie, c'est un peu qu'on soit ce rêve commun, quoi, à partir du rêve, pas d'une seule personne. Et c'est arriver à partager ça en fait de manière à la fois passionnelle mais aussi claire, parce que c'est facile d'être passionné, de partir un peu dans tous les sens parce qu'on a envie d'en faire trop, mais arriver à partager avec d'autres gens créatifs cette vision claire, et en fait qu'ils embrassent cette vision et qu'ils arrivent à amener leur propre patte au sein de cette vision, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Nous on s'est cassé les dents plusieurs fois parce que c'est aussi notre première production, donc parfois on part un peu de notre corps. Mais globalement je pense que c'est vraiment ça, la passion, c'est dur à expliquer parce que c'est là. Mais en tout cas, arriver à partager cette passion et l'expliquer à d'autres gens, ça pour le coup, c'est vraiment, vraiment clé, et ça demande du travail un peu sur soi aussi, je pense. でもすごく自分が言ってる言葉かと思いました。すごくわかります。結構思いません？ものづくりディレクターって当然クリエイティブな創作性の部分っていうのも重要なのでそこはやるけど、人がうまく動くために組織的な活動というか組織的なマネジメントみたいなのも結構業務として取られるっていうのって同じですかやっぱり。Après, c'est aussi, en fait, c'est pour ça que je veux pas que l'équipe grossisse trop, c'est que je vois, en fait, par rapport au début, on était 6, le fait de grossir à une trentaine de personnes, mais au final, oui, ça prend de plus en plus de temps de gérer l'humain, en fait, tout simplement, parce que les gens, il faut s'en occuper aussi, il faut donner de l'attention un peu à tout le monde, il faut que tout le monde, souvent, se sente créativement écouté, et c'est important pour moi de cultiver ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas envie de trop grossir, c'est pour pouvoir aussi vraiment me concentrer sur la partie créativement pure, comparé à la partie management, qui j'imagine est beaucoup plus grosse dans une très grosse équipe et dans une grosse structure, évidemment. そうですよね。よくゲームのディレクターになりたいですってすごく目を輝かせて言ってくれるファンの方とかっているんですけど、きっと世間から見て私とか業務みたいなのって、自分の創作性で好きにものづくりしてるみたいにきっと映るけど、当然それもやってるんですけど、本当に人のメンテナンスにかかる時間っていうのはすごく多くて、そんなにクリエイティブの現場に落ちるとそんなきらびやかな仕事ではなくて、むしろ泥臭くてそこはすごく思いますよね。Oui, c'est ça. En fait, le truc, c'est que le directeur, certes, il a la vision et c'est cool d'amener ses idées et de se faire écouter créativement, mais oui, en fait, tous les problèmes reposent aussi sur le directeur. Et les problèmes dans une production, il y en a des centaines, des centaines et des centaines. Et c'est un peu notre rôle de les régler, évidemment toujours en collaboration avec les équipes, mais c'est aussi beaucoup d'humains en fait. Et c'est vraiment beaucoup on appelle ça les soft skills, mais d'arriver à parler aux gens de la bonne manière et qu'en fait tout le monde se comprenne et avance dans la même direction. Mais ça, c'est un gros travail, évidemment. Et d'ailleurs, Hamaguchi-san en parlait, mais le rôle du directeur aussi, c'est beaucoup comme il disait, de remplir les trous. Parce que très souvent, en fait, dans la prod, il y a un problème, et en fait, toutes les autres équipes sont occupées, personne n'a le temps, et là, soit c'est nul, soit je vibais. Et très souvent, en fait, moi je vivais. Du coup, on a tendance à travailler un peu plus, mais pour que tout soit parfait, parce que je pense que quand il y a un truc qui vient de là, c'est inacceptable pour nous de laisser quelque chose qui n'est pas vraiment comme on veut, quoi. Il y a un espèce de rôle de couteau suisse aussi, homme-orchestre, quoi, en même temps. Ouais. Alors justement, vous faites des RPG, des jeux de rôle. Mais moi, j'aimerais que vous vous placiez dans une espèce de petit jeu de rôle, là, tous les deux ensemble. Et imaginons, vous travaillez tous les deux sur le même jeu, sur un RPG ou autre. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire l'un à l'autre
pour soit le motiver, soit lui dire on va par là. Faites-nous une petite démonstration. La question que vous auriez envie de poser à l'autre personne que vous avez en face pour lui dire vas-y, on avance, c'est comme ça qu'il faut faire, on est au début du projet. Qu'est-ce que vous metteriez en place comme stratégie? Je pense que je peux commencer. On réfléchirait déjà à combien de mini-jeux il y a dans le jeu. C'est le plus important. Et après, on s'occupe du jeu, on verra. Alors il y en aurait combien alors dans ce nouveau jeu? まあでも10個ぐらい欲しいですよね。もう 10? Ouais, plus. あてれる Non, c'est une question compliquée parce que tous les projets démarrent de manière différente. Je pense que la première chose qu'on ferait déjà, c'est regarder avec qui on peut travailler, quel talent on a accès au niveau DA, level design, écriture, cinématique, tout ça, et le jeu aussi qu'on veut faire. Et je pense que ce serait pas une question, ce serait pas un seul meeting, ce serait beaucoup de meetings pour arriver à une vision commune. Et je pense qu'un truc qui est très important aussi, c'est de bien se répartir les rôles au début dans une équipe. Je pense que deux directeurs qui veulent tous les deux faire un jeu, généralement ça marche pas très bien. Parce que je pense qu'il faut toujours dans un projet, en tout cas c'est ma vision, une personne garante de la vision du jeu et qui soit garant du global, quoi. Et après, il peut y avoir des garants plus des visions séparées, typiquement cinématique, level design, mini-jeu, gameplay, tout ça. Mais je pense que deux directeurs sur un même jeu, compliqué, ça marcherait pas super bien, je pense. そこは思います。多分我々の開発に限らずやっぱりこういう開発がやっぱりうまく流れる時って誰が何の責任を持ってて誰がどこを決めるかっていうのが明確になっているほどやっぱ開発って進みやすいんですよね。であとはその流れの中でどれだけクリエイティブで戦えるかっていうのはもうそれぞれのスタッフのスキルにはなるんですけど、ただスキルの前にやっぱり開発の体制として誰が何を決めるかっていうのを明確にすることが重要かなと。なんでさっきジュリアンが仮に2人でダブルディレクションでもしやるのであれば、多分明確に役割を分けます。例えば業務はナラティブとかゲーム世界観とか設計を責任を持つから、そこに関してはもう業務に聞けと。逆にゲームそれを全体ゲームデザインとかそういうところはじゃあこっちで見るからっていうところで多分きっちりと分けてあげないとなかなか開発が難しいだろうなっていうのは思いました。D'accord, Guillaume? Ah oui, bah sinon. Après, répartition des rôles est faite, est effectuée, c'est parti. Bah, de toute façon, s'il y a plusieurs personnes qui ont le même pouvoir de décision sur la même chose, généralement ça marche pas. Dès qu'il y a un désaccord, il n'y a personne pour dire bah, on fait ça ou ça, et du coup ça sent le mail, ça sent et ça marche pas. Donc. Il y a quelque chose qui vous sépare aussi fortement, parce que vous êtes sur une équipe resserrée du côté de Soundfall, là où sur les Final Fantasy, c'est vraiment des équipes qui sont très importantes. Et c'est vrai que ces dernières années, on a vraiment vu deux directions. On a vu une espèce d'inflation du coût des développements, les budgets extrêmement chers, avec beaucoup de personnes, et à la fois, parfois, une espèce de petites pépites, des jeux qui sortaient du lot et des propositions différentes. Et depuis quelques mois, quand j'ai la chance de pouvoir discuter avec certains des grands noms du jeu vidéo international, ils me disent que de plus en plus, ils ont la sensation que dans les années à venir, avec l'évolution des outils, des moteurs, de la technologie, il est peut-être possible qu'on revienne justement à quelque chose d'un peu plus concentré, plus dense et peut-être aussi un peu plus agile. Ça, c'est quelque chose que vous auriez aussi envie d'embrasser pour regagner peut-être un petit peu cette souplesse aussi parfois? すごく思います。実際ねエクスペディションもそうですし今年とかだとホローナイトとかもそうですけど、なんかなんていうのかな、ちょっとA の数字で定義するのがいいかどうかはわからないんですけど、一般的にAA みたいなゲームがこれまで以上に作りやすくなっているっていうのは事実かなと私も思います。Après, moi, quelque chose que je veux quand même amener, c'est qu'on a un biais du survivant. On entend souvent parler des gens qui réussissent, mais il y a aussi beaucoup d'équipes qui ont des budgets relativement similaires, avec des équipes similaires, qui ratent parce qu'il y a c'est risqué en fait de faire un jeu avec un budget plus restreint, avec une équipe plus restreinte. Très rapidement, en fait, il peut y avoir une partie du jeu qui ne marche pas du tout et le jeu ne marche pas du coup. Et du coup, voilà, moi je mets juste un peu en garde. N'écoutez pas que ceux qui sont sortis, il y en a aussi beaucoup qui échouent et voilà, c'est aussi risqué, quoi. C'est pas forcément au niveau budget, c'est moins risqué que de rater un truc ça, mais il y a quand même un très haut risque quand on essaie de viser la lune avec un budget relativement restreint.
うん、そうね。それは特にその予算がやっぱりこれはもう単純にこう数字のこう考え方で考えると、その予算がたくさんあればあるほど選択肢は増えますと。でも予算が少なければやっぱり取れる選択肢って少なくなるわけですよ。そうするとやっぱりこうさっき業務がこう最初からしっかり定めなければいけないっていうところはやっぱすごく的を得てて、やっぱりこのゲームがどこに対してこうポイントとしてユーザーに対して評価されるか届けられるかみたいなところを明確に定めて、そこに対して一直線にゲームを積み上げていかないとやっぱなかなかこうたどり着けない、結局世の中に出ないっていうところではやっぱりちゃんとこのゲームの魅力のポイントっていうのをしっかりと定めた上で作らないと、そんななんか開発費がちょっと少なくて人数も少なくてアンリアル使えば作れるよっていうほど世の中は甘くはないと。ただ逆にその大きいゲームは選択肢がいっぱいあるがゆえにいろんなことをやれるから、でしかも開発人数も多いじゃないですか。でなかなかやりたいものが定まらないまま人も多くて開発期間もかかって、なんか開発予算がすごく膨大になって途中で開発が止まってしまうみたいなこともよくあるから、どっちもどっちなんですよね実際。だからこの先今でいうAA みたいなゲームが増えてくるっていうのは事実だとは思うけど、どっちかにしか残らないってことはないんだろうなと思うんですよ。やっぱりトリプル A はトリプル A の魅力があって、そういうものを求めるユーザーもいて、でやっぱり逆に作りやすくなってきたことでよりチャレンジングして AA みたいなゲームですごく何かに特化して尖らせて世の中に認めてもらうっていう機会もやっぱり増えてくると思うので、そういう意味ではもう私としてはゲーム業界がそれによって盛り上がっていくのであればもうどんどん出てきてほしいし、逆にそこをきっかけにこういう AA で成功できたからちょっと次はやっぱりもっとでかいトリプル A で挑戦したいんだみたいな人が生まれてもいいと思うし、逆もあってもいいと思うんですけど、そんな感じでやっぱりいろんな選択肢オプションとして業界を盛り上げていけるんであれば私は本当に非常にいい動き流れだと思ってます。Et même pour ajouter à ça, enfin moi je pense que dans l'écosystème c'est important d'avoir des petits jeux indés, des triple des double A, des triple A. Parce que les triple A c'est quand même eux généralement qui sont vecteurs aussi d'innovation technologique dans le milieu et qui permettent d'amener de plus en plus de choses. Enfin UE5 donc on utilise beaucoup et sur lequel on se repose énormément. C'est un moteur qui a été construit pour les AAA et c'est les AAA qui l'ont fait avancer là où on en est aujourd'hui. Donc je pense que dans l'écosystème du jeu vidéo c'est important qu'on ait de tout. Déjà parce que les joueurs en ont besoin, mais aussi parce que en fait, en tant que dev, ce qui fait vraiment avancer l'industrie, c'est enfin, technologiquement, surtout, ce sont les AAA qui poussent, qui poussent et qui poussent. Et nous, on est toujours légèrement derrière, mais on profite aussi un peu de ce qu'ils amènent, nous notamment via UE5 quoi. Je pense que c'est important qu'il y ait un peu de... すごいまさにその通りで、結構よくメディアの記事とか見ると面白いなって思うのが、例えば今3人で話してきっと我々お互いリスペクトし合ってて、でかつトリプル A のゲームだったりAA のゲームだったり、別にもっと小さいインディーズのゲームでもいろんなゲームがあって、そのいろんなオプションがユーザーに選択できることがとてもいいよねっていうマインドなんだけど、実際記事とかユーザーの反応になると急にもうこれからはAA でなんかトリプル A みたいな巨大なバジェットをかけてやるリスクなものはなんか悪なんだみたいな記事が出たりとかユーザーの反応があったりするから、なんかもっとなんかなんだろうな、作り手側が違うな、なんかもっとユーザー自身もいろんな選択肢がある、なんか何か一つにターゲットを絞るっていうのはいろんな選択肢があっていろんな遊び方ができるんだっていう世の中の流れっていうのを普通に楽しんでほしいというか、なんかそういうふうに比較的やっぱり今ってねSNS もあるからどっちかの意見が出ると急にそっちにガッと世の中の流れが動いたりするけど、比較的むしろ我々クリエイターの方が冷静に世の中を見てるなっていうのを思う時があります。C'est une des choses qui m'a le plus marqué quand on rencontre les autres créateurs d'autres studios ou Nagel-Chisan. C'est enfin nous de base on rencontrait pas grand monde, hein. On était cloîtrés à Montpellier, on est sorti au bout de 5 heures, voilà. Mais c'est que en fait l'ambiance est ultra bienveillante entre créateurs et en fait tout le monde avance dans le même sens pour faire les meilleurs jeux possibles et foncent en tant que créateurs leur font plaisir voilà, veulent faire plaisir aux joueurs. Et je trouve ça un peu dommage cette polarisation dans les médias
de tous les types de jeux, tous les types de gameplay là, alors qu'au final, nous, en tout cas en tant que créateurs, ce qu'on essaie de faire, c'est d'embrasser les gens qui aiment ce type de jeu et les amener. Forcément, j'imagine qu'au moment où ça y est, le jeu est disponible, scrutez les forums, vous scrutez Metacritic, c'est quoi votre premier réflexe? 私は今そこはある意味ネガティブな意見もポジティブな意見も含みで冷静に見るようにはしています。なんだろうな、結局それってある意味こう自分のこう目指したクリエイティブがどういうふうにユーザーに届けられたかだと思うので、逆にこうネガティブな声もある意味次の自分のこうインスピレーションになったりする場合もあるので、なんかそういう意味では比較的客観的に受け取ってますかね、私の場合は。Vous dormez vraiment bien la nuit juste avant la sortie? C'est une nuit calme ou c'est un peu agité? Comment ça se passe vraiment? 私は全然寝れますし、むしろワクワクしながら。Alors moi, le jour de la sortie, j'étais très serein parce que le jour avant la sortie, c'est là qu'on avait le support Metacritic qui sortait. Et ça, quand c'est le premier jeu, on est un peu comme ça. Et d'ailleurs, ça a été un des souvenirs les plus marquants, je pense, de ma vie entière, quand on a eu le reveal du score Metacritic qui, au tout début, était à 94. Et on savait que ça sortait à 11h sur le site. Je me souviens, il y avait tout le monde dans le bureau qui était sur F5, F5, F5. En attendant, et quand la première personne l'a vu et a crié dans le bureau 94, nous, t'as le quoi? Et après, bon, évidemment, on allait boire, parce qu'on est français. En tout cas, nous, de notre côté, au studio, on avait 10 fenêtres Twitch ouverts et on regardait les streamers à chaque fois qu'ils arrivent à des moments importants de l'histoire pour voir leur réaction et voir si en fait les moments, parce que nous, les moments importants de l'histoire, on les avait vus 14 000 fois, donc ils étaient là, oui, on sait. C'était vraiment, il y avait ce truc hyper cool dans l'équipe où on avait l'impression de redécouvrir notre propre jeu en voyant la réaction des gens et qui, dès le prologue, en fait, était ultra ému. On était là, ah ouais, il est bien ce jeu. Mais nous, on avait complètement oublié, on l'avait vu tellement de fois que On était au point d'avoir oublié un peu les émotions initiales du prologue. Ouais, alors que quand j'avais fait la cinématique, je pleurais littéralement devant la cinématique à la base. Tellement je disais, ah, c'est trop bien. Le prologue, il est dans la création, il est venu très tôt ou vers la fin, il a été raffiné plein de fois. Ouais, alors en fait, le déroulé du prologue a beaucoup évolué jusqu'à la toute fin. Par contre, la cinématique du gommage, du coup, ça là, elle était là très tôt parce que j'avais en tête exactement ce que je voulais. Par contre, le fait de commencer sur les toits pour descendre et arriver en bas, ça a changé jusqu'à la fin parce qu'on a mis beaucoup de temps à trouver le bon rythme pour avoir pas trop de narration parce qu'on a envie de beaucoup en dire évidemment au début d'un jeu et on n'avait pas beaucoup d'opportunités de faire des combats non plus dans la ville de lumière. Il a fallu combiner un peu tout ça, avoir une failli être quoi si ça n'avait pas été ça au final? Au début c'était beaucoup plus simple en fait. Il n'y avait pas la course sur les toits au début, on commençait direct avec Sophie et on courait avec Sophie directement jusqu'au port. Au début on avait viré tous les NPC. Puis on a mis des NPC, on en avait beaucoup trop, donc on a un peu tout retravaillé pour qu'il y ait aussi des... Donc on commençait avec Sophie directement, qui se dirigeait vers le port. Non, il y avait déjà en fait, il y avait la scène avec Gustave sur les toits, et ça transitionnait direct vers la scène avec Sophie. Il n'y avait pas toute cette marche. Et on commençait avec Sophie là. Et il y avait la marche, mais il n'y avait pas toutes ces quêtes, ces PNJ, ces quêtes qui sont liées à la quête de tout ça. Ça, c'est venu tout ça. とにかくさっき多分私エクスペディションの最初のところの港にたどり着く前のフランスのこう街並みなんですかね。すごくこうカラフルに飛んでこうずっとこう走っていく一直線のところあるじゃないですか。あそこはすごいやっぱり魅了されたんですよね。本当になんかアートの中を歩いてるなみたいな。でああいうストーリーそこに先に行った時にじゃあ港でみんなでこう33の舞台がこうじゃあ出発しますっていうところに対して一回ああいうのを見せるからこそなんか感情がこう引き立ったりみたいなところのストーリー体験を語るためにゲーム体験にどういう体験をさせることが一番そこの時の感情を立たせるかみたいなのってやっぱすごくこう意識するんですね。でそこってシナリオライターが書いた台本だとある意味あれってこう文字ベースでストーリーが書いてるだけなのでゲーム体験とはこうまではなかなか落ちてないわけですよ。なんでそこはとにかくすごくやっぱ意識します。そこに行く前までにもうちょっとなんかこうさっき言ったように NPC 置いた方がいいんじゃないかとかバトルを一戦入れた方がいいんじゃないかとかやっぱりここでなんかあまりにも淡白だから例えばもうちょっと BGM ここで変えた方がいいんじゃないかみたいな感じでやっぱりそのゲーム体験の中ストーリー体験の中で最もユーザーに感情を立ててほしいところにどういうふうにゲーム体験を調整していくかっていうのはもう何度もプレイするんですよね。もう本当に
もう何度も何度もプレイして、なんか毎回ちょっと違う感情が生まれないかっていうのをひたすら繰り返すんですよ。わかりますよね、多分その感覚。Complètement. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des trucs les plus importants pour moi dans les jeux, en tant que directeur à faire, c'est en fait jouer et avoir un peu ce fil émotionnel de à quel moment le joueur va ressentir quoi, et en y jouant, parce que au début c'est pas final du tout, c'est qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on rajoute, qu'est-ce qu'on enlève. Et, je pense que d'ailleurs enlever c'est tout aussi important que rajouter très souvent. Je sais qu'il y a plein de séquences de jeu jusqu'à la fin, en fait on rajoutait des ennemis, on rajoutait des NPC, on rajoutait des trucs pour vraiment contrôler les rythmes et que il y ait toujours ce flux émotionnel qu'on veut quoi. Et je suis d'accord avec Amadou Sam, mais 100%. Les émotions c'est la clé de toute œuvre d'art, je pense. Et voilà, en tout cas c'est vraiment important pour nous, je pense. そうなんですよね。だからあとはその何度もプレイしながらなんとなく自分の中でロールモデルというか、こういうユーザーだったらとかああいうユーザーだったらみたいな感じで、ちょっとこう自分の目線とは違うユーザーと思ってプレイすると、実はなんかここ今までこういう風にプレイしてたのがベストだと思ったのが、なんか実はちょっとやっぱり違う感情を受ける人がいるなって。そういうところとかもやっぱりそれっても本当に繰り返してプレイしないとやっぱ分からなくて、やっぱ繰り返してゲームをプレイしてディレクションするのはもうあれはディレクターしかできないですよね。Oui, s'il faut le faire le week-end de toute façon. C'est ça. Bon, alors on a parlé un petit peu d'émotions, eh bien, vous allez voir justement, il va y avoir des émotions. Je vais vous solliciter puisque en début d'émission je vous ai parlé de surprises de taille. Ben, en fait, c'est plutôt de 7... Non, plus que ça encore. Donc, je vais vous montrer quelques petites choses et j'ai hâte de voir justement vos réactions. Vous venez avec moi? On change d'endroit? Allez, c'est parti. Ok. Bon, on a parlé de création, on a parlé d'émotion. Ça nous met un petit peu en soif là. Vous voulez que je vous serve quelque chose? Regardez, j'ai du coca, j'ai de l'eau, le sambé, original. Qu'est-ce que je vous sers? Bienvenue au bar. Hein. ぜひおすすめを。 Ma spécialité, un orangina, bien évidemment. Allez. Il est servi légèrement frappé, voilà, comme ça la pulpe, elle ne reste pas en bas, comme on dit. Guillaume, qu'est-ce que je te sais? Et finir la pulpe. Allez, c'est parti. Voilà, comme ça, tout le monde est bien. Et alors, dans ce moment de notre rencontre, Santé. Yeah. Kampai. Kampai. eh bien, je vais vous présenter des objets. Des objets qui ont été pensés pour potentiellement vous faire réagir un petit peu de manière instinctive. Et alors, on va commencer avec un premier objet que je vais vous présenter, monsieur Hamaguchi. C'est une baguette. いやば La baguette. Qu'est-ce que ça vous inspire, フランスパン、日本だとフランスパンって言いますね。la France, justement? Quel est le regard que vous portez sur ce pays qui est au cœur aussi un petit peu de Clair Obscur Expédition 33? フランスといえばなんだろう。日本だとモネとかルノワールとか比較的そのこうアートスティックな方向を想像する人は多い気がしますけどね。 Et est-ce que vous pensiez qu'un jour, une baguette puisse être utilisée dans un RPG comme un objet clé, d'une certaine manière? フランスパンがどういう、まあでも普通にこうフランスパン、こういうバゲットとかフランスパンってゲームのこうテーブルの上とかに普通に作られて置いてあると思いますけどね。 Mais Guillaume, vous l'avez utilisé d'une manière un peu particulière dans... Oui, bah nous c'est un peu un objet clé, clé dans le jeu. C'est l'objet le plus important même dans le jeu, je pense. Et de base, en fait, ça vient d'une blague dans le studio, surtout cette baguette, de comment on annonce la VF du jeu, le casting français. Et c'est parti d'une blague dans le studio de on devrait mettre tout le monde en tenue baguette ultra française, et on a fait un trailer. Enfin, c'est une blague qui est partie beaucoup trop loin. Et en même temps, c'est tellement kiffant en fait de voir. On va en convention aujourd'hui, on voit que des cosplays de baguettes Voilà. partout avec des rayons iconiques. Merci, donc la baguette, constitutive d'un jeu, voilà, Clair Obscur. Alors, pour Guillaume, moi j'ai envie de proposer ceci. Après la baguette, le tori. Le tori japonais, que j'ai eu la chance de voir en vrai il n'y a pas si longtemps de ça, quand on était au Japon et qu'on s'est rencontré avec Hamaguchi-san. J'étais déjà allé avant au Japon, mais pour moi c'est un peu un des trucs les plus emblématiques du Japon. Globalement, un des monuments les plus emblématiques et qu'on retrouve aussi dans beaucoup de japonais et qui est magnifique, qui en tout cas moi en tant que français m'évoque la spiritualité, les esprits et toute la communion spirituelle que le Japon a avec à la fois l'au-delà et toute la religion. C'est un objet magnifique qui, pour moi, quand je l'ai vu en vrai la première fois, j'avais l'impression d'être dans un monde de fantasy parce que j'ai tellement vu en fait dans tous les dessins animés, les mangas, les jeux avec lesquels j'ai grandi,
La fois que j'ai vu, j'ai fait. C'est pas, je suis plus sur Terre là, je suis dans un monde de fantasy. Et c'est. Enfin, de toute façon, j'ai eu ça avec Makoto au Japon en fait. La première fois que je suis allé au Japon, vraiment, ça m'a découvert tous ces monuments. C'était 2015, je pense. Et j'ai eu la chance de le faire avec une amie japonaise, du coup, là-bas en plus, qui nous emmène dans un petit peu les petits recoins partout. Et en fait, j'étais comme un fou, moi. Enfin, juste voir les stations de métro en fait que je voyais dans Persona, dans Shin Megami Tensei, je vais avec Ikebukuro, je fais dans Shin Megami Tensei 3, c'est trop bien. Et je me rappelle vraiment, c'était un des meilleurs voyages de ma vie, c'était vraiment incroyable. Du coup, j'adore le Japon. Parce que forcément, en tant qu'amoureux de JRPG, le Japon, ça doit avoir une résonance un peu particulière. Ah bah, en fait, c'est absurde tellement tout là-bas a une résonance, même les stations de métro, j'étais oh, trop bien, je suis là. Alors qu'on sort, bon bah, on est dans Tokyo, c'est la vraie vie. Mais juste, dans ma tête, j'étais un peu encore, j'étais dans un jeu vidéo quoi. Tellement j'ai grandi avec tous ces nombres en fait qui m'ont marqué quand j'étais jeune, mais dans des contextes plus fantastiques. Pour l'anecdote, c'est un tori que j'ai ramené du fin fond de Fushimi Inari, donc non loin de Kyoto, un petit couple d'artisans qui faisaient des toris là-bas. Et ben il est magnifique. C'est un beau souvenir. Donc, on a eu la baguette de la France, on a le tori du Japon. J'ai un autre objet à vous montrer, mais pour ça, il faut faire quelque chose d'un peu particulier. Il faut le remonter. Boîte à musique. C'est une boîte à musique joue. Et je vais vous demander d'abord, juste, sans regarder ce qu'il y a marqué dessus, et de reconnaître. Bah, Final Fantasy X. Quand même. Oh, ouais. Le thème de Final Fantasy VII. Qui, j'ai envie de chier, encore pas. Moi, c'est un télo. Je trouve ça très beau dans les jeux japonais, cette espèce de respect qu'il y a toujours sur ce qui est venu avant dans la licence. Et je trouve qu'avoir conservé le main theme original de Final Fantasy et qu'il ait perduré et qu'il soit réorchestré, qu'on voit les encore, je trouve ça vraiment touchant en tant que créateur d'avoir ce respect en fait de ceux qui sont venus avant et qui ont permis à Final Fantasy d'exister. Et qu'il y ait encore ce genre de boîte à musique qui existe avec ce thème pour Final Fantasy VII. Je trouve ça vraiment trop bien. Ben, j'en profite du coup pour vous montrer, c'est pas un objet, mais ce sont deux personnes que vous allez forcément reconnaître et c'est un rapport d'une certaine manière. Ah oui. Qui sont ces deux personnes? Vous pouvez nous dire? Uematsu-san et Laurent Testard, du coup le composeur de Clair Obscur Expedition 33, qui est en tournée actuellement dans la France. On fait des concerts en France. Et Uematsu-san, du coup, qui a composé ce thème. Et avec qui j'ai eu la chance de dîner d'ailleurs il y a un mois et qui est adorable et vraiment trop gentil et ultra talentueux. Donc merci à lui. La musique, c'est indissociable de vos jeux. C'est-à-dire que pour moi, Final Fantasy VII, mais les Final Fantasy, la musique, c'est au moins 50% de l'expérience du ressenti. Clair Obscur Expedition 33, difficile de dire que c'est différent, c'est totalement constitutif. C'est quoi votre rapport à la musique dans un JRPG? 音楽はね、すごくやっぱりエンタメの中でもすごく特徴的な性質を持っていると思ってて、その瞬間に体験したものがこう脳内に一瞬にして記憶を思い出させるんですよね。でやっぱり特にこの今ファイナルファンタジーのテーマも流れてましたけど、これを聞いた瞬間にその当時自分が体験したものがわっと感情が出てくるっていう意味で、やっぱすごく音楽、エンターテインメントの中に対する音楽の占めるものっていうのは本当に大きいとやっぱいつも思わされます。特にちょうど私今月に南米のブラジルゲームショーに行って、そこでファイナルファンタジーのオーケストラコンサートをやったんですよ。でブラジルってまさに日本からすると真逆なんですよね。ちょっと地球から会った時の真逆のところにこんなにも多くのゲームファンの方々が日本から発信したコンテンツで生まれて、それを一緒に音楽で一つにまとまって聴けて、その空間を楽しめたっていうのはもう本当になんか心から感じるものがあって、これがやっぱりエンターテインメントの力で、逆それを作り手として
この場に立てたことっていうのが本当に誇らしかったし、嬉しかったので、もう本当に音楽の力は偉大だといつも思わされます。Est-ce que la musique, c'est pas un langage universel, justement? Est-ce que c'est pas la chose qui va parler directement aux émotions, au sens? Bah, c'est ça, et je pense que c'est aussi quelque chose de très fort et qui rassemble les gens qui ont vécu cette même aventure en fait autour de musique où, enfin, on le voit pendant les concerts par exemple, dès qu'on lance une musique qui est sur un moment fort du jour, en fait tout le monde se regarde et tout le monde partage ce moment ensemble et en jeu vidéo généralement c'est pas quelque chose, on va pas y jouer avec toute une salle derrière soi, alors que là la musique c'est vraiment quelque chose qu'on peut écouter ensemble et une expérience aussi sociale qui réunit tout le monde et autour des mêmes souvenirs, des mêmes émotions et qui permet je pense très rapidement en fait de créer du lien avec quelqu'un parce que ça fait un point commun émotionnel très rapidement et ça rapproche fort. Et c'est vrai, comme dit Yamaguchi-san, bah nous, juste en fait, entendre une voiture qui passe, qui écoute la musique de Pierrot Sur, on se sent, mais c'est fou, c'est incroyable. Et c'est, ouais, bah, comme tu dis, c'est un peu un langage universel et qui rapproche même au-delà du jeu vidéo. Où, bah, nous, on a aussi en fait beaucoup de parents qui nous disent mes enfants, bah, ils sont trop jeunes pour jouer au jeu, mais ils font que écouter les musiques en boucle, ils les connaissent par cœur. Et ça, tellement touchant, de voir des enfants chanter les musiques du jeu, c'est ça. Il y a plusieurs vidéos qui m'ont fait chialer depuis. Vraiment, c'est trop bien. En tout cas, Nobuo Uematsu et Laurent Testard, vraiment, à mon sens, deux personnes qui ont contribué totalement et pleinement au succès et à l'impact émotionnel, que ce soit donc la rupture Expédition 33 ou Final Fantasy VII, mais Final Fantasy au global pour Nobuo Uematsu. J'ai un nouvel objet pour vous. Je repars dans la petite zone. Alors ça va nous ramener un peu plus proche du gaming directement. C'est un peu plus récent. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Nintendo Switch 2ですね。はい。 Une Nintendo Switch. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette console? これですか？私はやっぱりこう任天堂のゲーム機ってこれまでやっぱり任天堂のゲームが売れるゲーム機っていう印象がすごくこう強かったんですけど、やっぱ非常に今回の任天堂スイッチ2っていうのはハード的にもやっぱスペックがこう上がってこれまでこう我々がこう、まさにファイナルファンタジーのフランチャイズとかも含めて今後こう新たにこう任天堂のゲームファンの方々にこうゲームを届けられる可能性っていうのが非常にこう広がったというところが今回ものすごく一クリエイターとしては興味を持っているハードです。これは。En plus, Final Fantasy VII arrive sur Nintendo Switch 2. Techniquement, vous pensez quoi? Parce qu'on entend beaucoup de choses. Il y a des gens qui disent oui, mais elle n'est pas assez puissante. Vous, j'ai l'impression que vous arrivez à vous en sortir extrêmement bien. そうですね。このハンドヘルドの状態になると若干やっぱりスペックが消費電力のこう兼ね合いもあるんでしょうけど抑えられるっていうところは確かにちょっとこう我々こうデベロッパーを苦戦させるっていうのはあります。ただ努力というか我々開発チームのこう努力で挑戦できるチャレンジできるこうだけのスペックはあるので逆に今回のこう我々はファイナルファンタジー7リメイクをこうスイッチ2でこうポーティング移植をしていますが確かに最初苦労するところはありましたけどそこをしっかり乗り越えれば本当にいいクオリティで実現することができてでいろんな世界各地のゲームイベントに出展して多くのメディアとかこうファンの方々で触ってもらってますが本当に反応がいいんですよね。で正直今回我々がここにかけたこう熱量、まさにパッションですけどは本当にこう他のタイトルにこう負けていないというかむしろ勝っていると思っているので本当にスイッチ2のポテンシャルを今一番感じていただけるのはファイナルファンタジー7リメイクだと私は断言できます。Et vous, en tant que développeur, vous pensez qu'elle est capable justement d'accueillir les gros jeux de cette génération, de la génération PS5, Xbox Series, pourront vraiment s'épanouir dessus? そうですね。容易ではないというか、当然乗り越えていけない問題はあるにしても、やりきれると私は思っています。Et Guillaume, en tant que joueur et créateur de jeux vidéo, la Nintendo Switch 2, c'est tentant? En tant que créateur, c'est toujours tentant, surtout que la Nintendo, c'est quand même une machine. Il y a beaucoup d'adeptes de RPG et de jeux dans ce style. Par contre, c'est vrai que techniquement, c'est compliqué, très compliqué. Nous, on est sur iOS 5 et on n'a pas une très grosse équipe moteur, donc c'est compliqué. C'est à l'étude toujours, mais il y a beaucoup de défis techniques pour nous, mais
on espère le sortir un jour. Ok, alors parmi les choses aussi sur lesquelles dans l'industrie il y a un regard tout particulier, il y a ceci, et ça va arriver dans pas très longtemps. Ça s'appelle les Game Awards. Ok. En tant que créateur de jeux vidéo, quel regard vous portez sur les Game Awards, sur cette cérémonie au global? Et est-ce que le fait d'être peut-être un jour GOTY, c'est quelque chose d'important pour vous? C'est quelque chose auquel vous pensez? Pas tant que ça en fait. 何かアワードを取るためにやっぱものづくりをしているわけじゃなくて、やっぱりこう自分で作ったゲームがやっぱり多くのユーザーにこう触っていただいて、やっぱそれによって何かこう心に残すもの、それは単純にエンタメとして楽しいでもいいし、何かこうその人の人生のこう何かターニングポイントのきっかけになったんで、もういろんなさまざまな要因でいいんだけど、やっぱり何か自分たちがエンターテインメントの作品として作って、それがやっぱ多くの人に何かいい影響を与えるっていうことがやっぱクリエイターとしては一番嬉しいことなので、そこはやっぱり重要視しています。ただそれと同時により多くの人がこう支えてくれているものに対してみんな何かこう理由とかこうなんかこうなんだろうな、評価っていうのはやっぱ欲しがるので、そういう意味でまあもうノミネーションされることだけでも素晴らしいことですし、そこからさらに何かを受賞すればより素晴らしいことではありますけど、何か一つ客観的な判断の中でよりこう評価をされるっていうことは、応援してくれる人たちがよりなんだろうな、応援しやすくなるっていう意味では非常に意味があることだなとは思いますが、ただ本当にやっぱり業務が言った通りで、アワードを取るために我々が作ってるわけじゃなくて、やっぱりより多くの人々に届けるためにゲームは作ってて、それをより評価分かりやすい形で評価するっていう意味で非常にいいイベントだと思いますし、今後我々もチャレンジングしていきたいなっていう気持ちは常に持っています。Nous, de notre côté, en fait, c'est tellement quelque chose qu'on n'envisageait pas du tout avant, mais vraiment pas du tout, hein, que on voit un peu ça comme une récompense, mais pas comme un objectif du tout. Nous, l'objectif, c'est de faire les meilleurs jeux possibles et avoir cette résonance émotionnelle avec les joueurs qu'on a déjà tellement eu, en fait, enfin, on a reçu tellement de messages, en fait, personnels de joueurs, ou même quand on va à leurs rencontres, aux concerts, aux événements, qui nous disent que le jeu les a vraiment aidés, les a marqués, les a inspirés. Et en fait, moi, avant de sortir le jeu, j'étais en mode si on inspire une seule personne, ce sera pareil réussi. En fait, là, le fait d'en avoir autant et d'avoir autant aidé des gens sur plein d'aspects différents, c'est ça pour moi la vraie récompense de faire des jeux et de faire de l'art. C'est à ça que ça sert pour moi. Mais bon, on est entre nous, la personne qui nous écoute en réalité. Pour vous en tant que joueur, c'est qui le GOTY 2025? Votre jeu préféré de l'année? 多分業務は言いにくいと思うんで、じゃあ私から私はもうこれまでもいくつかのこうメディアにも聞かれても、今年は私の中のゲームオブザイヤーはエクスペディション33だというのを私も常に明言しております。Non, moi, je pense que étant en lice cette année, possiblement, il n'y a pas encore les nominations, mais je préfère ne pas. J'ai aimé beaucoup de jeux. Donc. Non, j'ai aimé beaucoup de jeux, et de toute façon, enfin, moi, c'est pas. 2-3 comme ça, si tu devais en nominer? Ouais. Il y a Hades 2, j'ai beaucoup aimé. Silksong, que je suis en train de faire en ce moment. J'ai commencé Stranding 2, mais j'ai arrêté parce que c'est sorti à un très très mauvais moment. J'ai été complètement solo. J'ai beaucoup joué à Megabonk. J'ai beaucoup aimé Megabonk, un peu trop. Et voilà, j'ai pas eu encore le temps de jouer à des gros jeux, donc généralement je joue plus à des roguelikes ou des jeux par petites sessions. Abyssus aussi, petit jeu qu'on a poncé avec des gens à Sandfall tous les midis pendant assez longtemps, qui est un roguelike shooter, qui est super cool. Tu devrais essayer Clair Obscur Expédition 33, c'est un petit jeu français, pas trop mal. Non, ça a pas l'air bien ça. Si t'as pas assez de temps, je comprends. Et les Game Awards, c'est aussi évidemment cette cérémonie, les récompenses, mais c'est aussi un grand lieu de présentation, de trailers et donc de temps de communication. Est-ce que c'est pas une plateforme idéale quand on a des choses à annoncer aujourd'hui, les Game Awards? Si. Enfin, vu qu'on n'a plus vraiment 2-3 comme à l'époque, il y a des shows qui sont plus restreints. Les Game Awards, je pense, aujourd'hui, alors j'ai pas les chiffres, hein, mais je pense que c'est peut-être le plus gros show. C'est le plus gros show, ouais, de très loin. Donc oui, en fait, moi ça remplace un peu ce que l'E3 était à l'époque, où on peut annoncer les jeux et que ce soit très visible, quoi. Après, nous on l'a pas fait, donc je sais pas trop me prononcer. Pour l'instant.
そうですね。やっぱり今、世の中でE3 がない中、最もこうゲームファンの方に届けるこうイベントの媒体としては、やっぱりザ・ゲームアワードが最も最適だとは思いますし、我々もこうファイナルファンタジーのこうリバース、セブンのリバースの時には、そこでオーケストラのこう出したりとか歌を歌ったりとかっていうやっぱりこう特殊なイベントをすることでより多くのファンの人たちに認知してもらうっていう意味では非常に意味のある有意義な回だとは思います。Et Monsieur Yamaguchi, ce serait pas un bon endroit pour annoncer la troisième partie de Final Fantasy VII Remake? C'est Game Awards 2025? C'est bien, non? 発表する時には非常にいいイベントでしょうね、そこは。はい。今年それが発表するかどうかは分かりませんが。うまいですね、誘導が。C'est un bon endroit. Alors, en attendant d'annonces potentielles, il y a quelque chose que vous connaissez bien tous les deux. Alors, c'est quelque chose d'immatériel que je ne peux donc pas vous présenter comme ça, mais que vous allez évidemment reconnaître instantanément. C'est extrêmement important pour vous et pour vos jeux, tous les deux, mais pas exactement de la même manière. Est-ce que vous pouvez nous en parler chacun en quoi ce moteur-là vous a permis de réaliser ce que vous avez fait? 私今までこれまでゲーム開発って比較的こう社内ので作られたオリジナルエンジンでこれまでの「ファイナルファンタジー」ってずっと作ってきてたんですよね。で今回の「ファイナルファンタジー」の7のリメイクシリーズっていうのは、まさにアンリアルエンジンで作ってるんですけどやっぱり一つ明確にこう作りやすさが変わったっていうか明確なメリットとしてはある意味アンリアルエンジンが今のゲーム業界、世の中の共通ツールになっているっていうところがやっぱ非常に大きくて要は我々が外にアウトソーシングして何かこう開発を協力してもらおうと思った時に特にラーニングをこう向こうにお願いしなくてもうすぐこうデータを発注できたりとかするっていうところは本当にこう開発のこれまでのしやすさというところではもう全く違います。やっぱり独自の社内のエンジンだとそれをまず提供してラーニングしてもらってっていうその辺が全くこうなくなったっていうところがある意味こう今このゲーム業界の中で最もそのアンリアルエンジンがこう使われてるこうエンジンの理由かなっていうのはやっぱ強く今回の開発をして思いましたね。Et pourquoi vous n'êtes pas passé à Unreal Engine 5? そこは結構明確なこう理由があってやっぱりアンリアルエンジン5にこう乗り換えるっていうのはまさに多分エクスペディション33とかそうだと思うんですけどルーメンとかナナイトっていうやっぱりこうアンリアルエンジン5の独自な魅力的な機能をこう使うことに非常に意味があると思うんですよね。ただ我々こうファイナルファンタジーのこうセブンのこのリメイクのシリーズはアンリアル4で作ってますが描画のレンダリングのパイプラインとかが結構ナナイトに似た独自設計を我々独自に作ってるんですよね。でそれはある意味例えば先ほど任天堂スイッチ2に出すのがPersonnalisé. 例えば Steam デックでちゃんとベリファイドをもらうみたいなところではある意味独自の我々のこう技術をそこに入れるからこそ比較的こうハードに合わせたフレキシブルな設計がこうできてるんですね。なのでそこのメリットはやっぱりこの「ファイナルファンタジー7」のリメイクシリーズが完結するまではやっぱ継続した方が我々として開発がしやすかったっていうのが最大のポイントですね。なのでこのプロジェクトに関してはシリーズプロジェクトに関しては今の我々が一番慣れたこう我々でこうカスタマイズした環境で走り切ることが結果としてやっぱ最も早くにお客さんたちにゲームを届けられるし我々としてのクオリティも担保しやすいっていうところがそこが最大の理由です。逆にまさにアンリアルエンジン5でしっかり開発したこうディレクターに感想を聞きたいですね新しいエンジンの。Alors, pas exactement, parce qu'au tout début, j'ai commencé sur Unreal 4.16, d'accord, au tout début. Et le fait amusant, c'est toujours été le même projet qui était. Mon premier projet Unreal, c'est celui avec lequel on ship Expedition 33 sur E5, donc il a connu un peu tous les UE.
Et moi, je suis un très 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 gros amoureux de Unreal Engine, enfin, parce que je pense que c'est un moteur qui permet même tout seul en fait de faire beaucoup de choses. Et en tant que créateur solo au début, je sais pas coder moi, et j'avais les blueprints qui sont en gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est du code visuel quoi, et qui permettent de faire en fait énormément de logique et de mettre système de jeu en place, de bidouiller. À l'époque, j'avais pas les Megascans encore, mais les Megascans gratuits c'était quand même sacrément cool. Et ça permet en fait avec une petite équipe de faire rapidement quelque chose, du prototype ou même en fait des choses qui peuvent être sorties quoi. Et moi, je sais que moi, c'est vraiment l'outil qui m'a vraiment inspiré à faire du jeu vidéo parce que c'était vraiment en fait petit à petit, je me rendais compte que je peux faire plein de choses en fait, même tout seul. Et donc, si tout seul j'arrive à faire tout ça, avec une équipe, on peut faire quelque chose d'incroyable. Et du coup, ça s'est construit un peu comme ça. Et on a suivi en gros toutes les évolutions de UE, du coup du 4 jusqu'au 5.4 avec lequel on sort le jeu. Et à chaque fois, c'est un peu compliqué de passer à une nouvelle version, c'est toujours un peu de travail. Mais c'est toujours rentable au final parce qu'il y a des optimisations aussi qui arrivent au fur et à mesure. Et en fait, à chaque nouvelle version, je suis le premier à être comme un fou sur la roadmap d'Unreal. Ah, qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce qui va sortir? En fait, on intègre tout, on teste tout et c'est trop bien. Et il y a plein d'outils, en fait, je pense, qui sont sortis à la bonne période pour nous dans notre production. On a eu pas mal de chance. UE5 qui arrivait suffisamment tôt pour qu'on puisse s'adapter quand on a migré du 4 au 5. MetaHuman Animator, la technologie d'animation faciale aussi, qui arrivait vraiment, mais juste avant qu'on commence les sessions de mocap, qu'on utilise beaucoup aussi. Donc il y a eu un peu un alignement d'étoiles sur quand est-ce que... Il y en a eu beaucoup dans l'histoire de Clairofil. La partie technologique n'est pas assez dite. Il y a aussi voilà, on a eu beaucoup de chance sur quand sont sorties les choses. Et non, pour moi, c'est un moteur qui est vraiment exceptionnel. À la fois quand on est tout seul, littéralement au début, ou même après quand on est une équipe relativement restreinte, ou même une plus grosse équipe. Et nous, notre philosophie, c'est plus de toucher le moins possible au moteur, déjà parce qu'on n'a qu'un seul programmeur moteur et qui est très occupé déjà. C'est ça qu'il faut. Et en fait, disons que notre philosophie c'était plus ça marche pas si on essaie de se battre contre Unreal, donc on va aller avec lui, on va changer un petit peu le design pour aller dans... L'accompagner vraiment. Et donc ce que je comprends, c'est que sans Unreal Engine, probablement que Clair Obscur ne serait pas le même jeu et il serait peut-être même pas existé concrètement comme ça. Je pense. Parce que même au début, en fait, j'hésitais entre Unity et Unreal. Et tout le monde disait non, Unreal, quand si t'es tout seul, c'est mort. Par contre, Unity tout seul, c'est cool. Je me dis, j'y crois pas. On teste Unreal. Parfois, il faut faire confiance à... C'est vraiment la chose que j'aimerais dire à tous les développeurs solo. Unreal solo, c'est vraiment très bien. C'est carrément possible. Et c'est même de plus en plus possible, en fait. Bon, alors, je vous propose une chose, c'est que vous me fassiez un petit peu de place, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tout à l'heure, je vous avais dit que j'avais peut-être une surprise de taille. Je vais juste me permettre de reposer ça. Et alors, j'ai quelque chose pour vous. Ne regardez pas. Ouais, on repart. Ok. Regardez, voilà. Bon, alors, attendez 2 secondes, parce que ça prend un peu de place. Headbuster Storage. Voilà. Alors, bon appétit. Je pense que ça vous parle un petit peu, cet objet. Quels sont les matériaux, si je peux me permettre? Verte. マテリアなんだろう、ワンボーマテリアが入ってますね。 Là, justement, à Magouti, quels sont ces matériaux? C'est vous le maître en la matière. Bon, forcément, c'est quelque chose qui vous a marqué. Parce まあ、que c'est 炎 complètement iconique. と、まあ、イカズチじゃないですかね。 Elle est lourde. Ah, elle est Ah ouais, non, mais c'est. Je veux dire, cette arme, portée évidemment par Cloud, dans sa vie de créateur, avoir la chance de créer un objet, un personnage qui traverse les générations, les époques, qui, des décennies plus tard, a sa trilogie de remake, j'imagine quand même que c'est quelque chose d'exceptionnel et que donc on en est responsable. でもそうですよね。やっぱり私自身やっぱりこう「ファイナルファンタジー7の」ある意味こうやっぱり一ファン今でもそう思ってるんですけど、やっぱそういうタイトルをもう一回こう再創作して、当然その原作当時のから応援してくれてるゲームファンもそうですし、やっぱり新たに今に若い世代にもう一度こう「ファイナルファンタジー7」を届けれるっていう機会をこう、クリエイターとして挑戦できているってことはもう本当に幸せなことだとやっぱりこうすごく思います。 Eh ben, j'ai un dernier objet pour vous. Et là, c'est vraiment un objet tout simple, mais qui me paraît essentiel dans la vie. C'est un samidé. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce temps qui passe? まあ、日本だと砂時計って言いますけど、まさに会社名ですよ。 Ah, ça m'évoque le nom du studio, du coup, Sandfall. Le nom du studio de l'origine, en fait, c'est
quand j'ai littéralement ouvert Unreal pour la première fois, il fallait que j'enregistre le projet à la fin. Et je ne savais pas comment appeler, littéralement, comme quand on enregistre un fichier Word, comment on appelle son fichier. Et je savais que je voulais faire une histoire avec le temps qui passe. Donc en 2 secondes, dans ma tête, c'était le temps qui passe sans s'habiller, le sable qui tombe, sans fall. Et finalement, ça a donné le nom du studio à la fin. Et c'est ça l'histoire du nom du studio. C'est aussi absurde que ça. Et en fait, on a beaucoup réfléchi quand on devait nommer le studio à comment on l'appelle. On avait des cinquantaines de noms et au final, on s'est dit, bah non, Soundfall, le nom du projet. Et c'est le temps qui passe aussi. Matériel. ああ、なるほど。時の流れからこうあれなんですね。名前がこう来てるんですね。その時の流れっていうのはなんかどういうこうコンセプトというかあれなんですか。その時代の流れについていくみたいな感じなのか、それともなんかその時の流れっていうのはどういう解釈であれなんですか。 Non, c'était pas tellement les voyages dans le temps ou quoi, c'était plutôt ce concept. En fait, le temps passe et il est précieux et c'est important ce qu'on en fait. Et c'était déjà le cas dans la première version de l'histoire, qui a été un peu retravaillée du coup, mais qui se retrouve encore dans Expedition 33 avec ce concept de ce qu'on fait de sa vie, c'est pas important que pour soi, mais c'est aussi important, et on en parlait tout à l'heure, mais d'inspirer aussi ceux qui viendront, parce qu'on vit aussi pour ceux qui viendront après. Et donc c'était plus ce concept du temps limité important. Qu'est-ce qu'on en fait? Je pense que c'est important juste humainement dans notre vie. Et c'est un concept que je voulais retranscrire aussi dans l'histoire du jeu, quoi. Je suis désolé de vous interrompre, mais justement, je crois que votre temps est aussi compté et il est précieux. Et je crois que malheureusement, nous arrivons au terme. うまいことまとめましたね。 Est-ce que je peux prendre la Buster Sword? Je te laisse, Guillaume, prendre cette Buster Sword. Fais attention, elle est réelle, elle est massive, elle est impressionnante. Ah ouais. Mais Cloud, il est super fort. Il est très très fort, beaucoup. Et il fait des bons et des saltos avec. Hein. Ouais. Donc il faut imaginer quand même. Ah ouais, non, je pourrais pas être un héros de Final Fantasy. C'est trop physique pour moi. そうこれでもリメイク作品を作るときにある意味このだけの重さのものを片手で持ち回すってある意味こうリアリティは薄れると思うんですよね。けどその時にじゃあリメイクする時によりクラウドがリアリティのあるバスターソードにするかっていう議論もあったんですけど、やっぱこれがあまりにもアイコニックすぎて、これでねなんか普通のなんか剣になってしまうのはそうやっぱユーザー求めないので。 Ou sinon une baguette. Voilà. C'est plus réaliste. そうやっぱり原作をしっかり忠実にして非常にさらに多くの人に愛されるきっかけになっていい選択をしたと思います。 Oh oui. Ah oui, je pense aussi. Oh oui, c'est effectivement. C'est ultra iconique et je pense que c'est un des objets de Final Fantasy. Même les gens qui n'ont pas joué à Final Fantasy savent très bien ce que c'est. Elle est vraiment elle est magnifique. Et bien voilà, on se retrouve dans la troisième et malheureusement dernière partie de ce long entretien. Et vraiment déjà, je tenais à vous remercier pour la passion et l'énergie que vous y mettez. Alors, on a vu un petit peu la genèse de vos projets, la partie création. Maintenant, j'aimerais que justement, comme une ouverture, on s'intéresse un petit peu à l'avenir. Et je me doute bien, je sais comment les choses fonctionnent, que vous n'allez pas pouvoir rentrer précisément dans le vif du sujet, de tout ce sur quoi vous travaillez, mais j'aimerais savoir quel est pour vous l'élément le plus important sur ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, sur la manière dont vous abordez votre prochain projet. C'est quoi l'élément clé qui vous... Tu parlais, Guillaume, de choses qui viennent des tripes, qui vous prend justement et qui vous passionne aujourd'hui? Du coup, pour répondre à ça, en tout cas de mon côté, c'est justement garder quelque chose qui vient de là. Je pense qu'on est dans des situations assez différentes, mais nous, c'est notre premier jeu. Il a eu beaucoup de succès et on est dans une situation où il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de portes qui s'ouvrent dans tous les sens. C'est facile d'ouvrir tout d'un coup et de dire allez, on fait tout d'un coup parce que on a du succès. Mais moi, ce que je veux, c'est vraiment prendre les bonnes décisions. Et si on doit ouvrir qu'une seule porte, on n'ouvrira que celle-là. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que je veux vraiment, c'est pas trahir la confiance des gens qui nous ont donné énormément d'amour depuis la sortie du jeu et garder cet aspect vraiment produit, passion qui vient des tripes, qui vient du cœur et qui résonne émotionnellement avec les joueurs de manière très très forte. Et je pense que tant qu'il y a de la sincérité dans ce qu'on fait et que nous, en tant qu'humains, on ne change pas, on ne prend pas la grosse tête, on ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas, j'espère en tout cas que voilà, les gens continueront de nous suivre et qu'on pourra leur apporter encore autant d'émotions et de joie avec ce qu'on fait. Et de ce que j'ai cru comprendre sur les éléments, les petites pistes qui ont été mis comme ça, qu'on appelle les petits cailloux jalonnés pour l'avenir, la marque ombrelle finalement c'est clair-obscur. Expédition 33 en était le premier chapitre. Est-ce que, un peu à l'image de Final Fantasy, l'idée serait peut-être de faire d'autres choses dans un univers partagé qui serait cet univers-là de clair-obscur?
C'est encore un peu trop tôt pour le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que, ouais, comme on l'a déjà dit, Clair Obscur, on veut que ce soit un peu le nom de notre univers. Après, comment ça se décline, ça, on le révélera en temps et en heure. Et l'heure est dans longtemps? L'heure est... ou est-ce que vous avez... Pas cette heure-là. C'est pas cette heure. Et alors, de votre côté, ça c'est pas une surprise, on sait qu'il y a une troisième partie de Final Fantasy VII, cette trilogie remake, sur laquelle vous êtes à l'œuvre depuis désormais plusieurs années. Je me souviens dans les différentes interviews que vous aviez données, même assez rapidement, vous aviez évoqué le fait que parmi les choses qu'allez vous travailler, par exemple, il y avait le Hidewind qui était une problématique visiblement à aborder, parce que c'est vrai que c'est ce vaisseau-là qui va aller partout dans... Est-ce que vous avez réussi à trouver un moyen? まあそうですね。まあこう私自身この3部作をこうのゲーム体験をユーザーに届ける中でやっぱりこう同じゲーム体験ゲームデザインのまま3部作を作るつもりはもう全くなくてやっぱりこう1作目でこうリメイク作品としての定義をしっかりと定めて2作目はそこからさらにオープンワールドのゲーム体験こう入れてさらにこうゲーム体験もスケールアップしてまあおっしゃったようにやっぱりこうさらに3部作目っていうのはそこから新しいゲーム体験新しいスケールっていうのはやっぱりユーザーに届けるのがやっぱりこのプロジェクトの成功につながると思ってるので、まあ、そこに対してのやっぱキーワードっていうのは確かにおっしゃる通りハイウィンドっていうのは非常に一つ重要なキーワードだとこうは間違いないです。でもう現時点こうゲームの体験自体はほぼ完成していて今もうまさにこうそれをしっかり作り込んでいくフェーズになっていてもう私自身ディレクターとしてこの作品の完成形のイメージは非常にもう手応えを持てている状態になっています。なので正直もう早く皆さんに遊んでいただきたい気持ちですけど、まあ当然やっぱゲームなのでしっかりちゃんと作り込んでからじゃないとユーザーにやっぱ届けられないので、まあ、そのフェーズをしっかり挟んだ上で納得のいく形でこう皆さんにお届けしたいのでもうしばらくだけ待っていただければ、まあ、いろんな情報を皆さんにお届けできるこう段階になるかなと思いますのでぜひ楽しみに待っていただきたいですね。J'ai tellement hâte de savoir quelle va être après Remake, Rebirth, quoi, quoi. そうですね。もうそこも私とこう野村哲也の中でももう2つにまでこう絞れているので年内にどちらかに Il y en avait plus. いやどちらかに年内に固まります。Réunion. Bon, vous avez aujourd'hui présenté à votre communauté cette collaboration artistique entre les deux univers. C'est vrai que ces dernières années, il y a eu pas mal de collaborations de la part de Final Fantasy avec d'autres éditeurs. Une collab gaming plus qu'artistique, au-delà de l'artistique, est-ce que c'est quelque chose qui, en tout cas, vous ferait plaisir mutuellement? Vous avez l'air de partager des fibres communes intéressantes, non? Je suis sûr que les joueurs seraient intéressés aussi. はい、まあ今この瞬間で具体的に何かこう話を進めているっていうものはこうないんですけど、ただやっぱりお互いまあ今回のこの回も Mais ce soir, vous allez en parler. そうそう今回のこの場もそうですしこの後のこうまあファンイベントもそうですけどまあ本当に私業務のことをリスペクトしてますしお互いにこの関係をよりなんかいいものに発展していければいいなっていうのは本当に強く思っているので何かそれがこうユーザーに届けれる形になる日が来るといいなっていう思いは常に持っています。 Effectivement. Après, soyons très prudents dans nos paroles parce que tout peut être interprété en aussi officiel. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, enfin, c'est le fruit de cette collaboration, c'est aussi parce que ouais, je pense qu'il y a nous, on respecte énormément ce que fait Final Fantasy aussi. Et ce qui est sûr, c'est que déjà, moi, je suis déjà très honoré d'être là et d'avoir rien que fait cette collaboration artistique jusque-là, de faire cet événement avec Yamaguchi-san. Et donc, on verra ce qui se passe, quoi. Du fond du cœur, Naoki Yamaguchi, Guillaume Broche, je tenais vraiment à vous remercier une fois de plus pour la qualité des échanges, pour vous être livré de cette manière, je trouve, avec beaucoup de générosité. Et je suis intimement persuadé que derrière l'écran, les personnes qui ont pu suivre ce partage vraiment de passion, ça a parlé avec les tripes, ça a parlé de créateurs à joueurs, mais en vérité de joueurs à joueurs. Et véritablement, un énorme merci. Merci.
Merci beaucoup. Ah, bah, merci à toi et merci Yamaguchi-san. Merci beaucoup. いや、こちらこそ本当に楽しい時間で、ずっと刺激的な、話でした。ありがとうございます。Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup. Et gambatte! Bon, bah, j'espère vraiment que vous vous êtes autant régalé, que j'ai pris plaisir à vous proposer cette énorme exclusivité mondiale. Deux grands noms du jeu vidéo qui se livrent avec énormément de générosité. Franchement, ça se savoure, savoure. Donc, je remercie infiniment Guillaume Broche, Naoki Hamaguchi, qui véritablement nous ont parlé de leur passion du jeu vidéo, de l'art de la création et aussi de l'avenir de leurs projets respectifs. Alors maintenant, j'ai besoin de vous, vous savez comment ça se passe? Faites-moi exploser cette barre de pouces, bien évidemment. Partagez cette émission sur vos réseaux, parlez-en à vos amis, parce que là, vraiment, je crois qu'on a vécu quelque chose de vraiment fort. En attendant, si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous pouvez y remédier, regardez. Vous pouvez vous abonner, il y a d'autres émissions qui vous attendent dans le catalogue. Bref, en attendant la prochaine, moi je vous dis à très vite et vive notre passion du jeu vidéo. Ciao!